Diabolique, mystérieux, adorable. Ils sont parfois invivables, mais on ne peut pas se passer d'eux. Bien souvent, on ignore l'origine de leur comportement bizarre. Les chats font des choses étranges et rigolotes. C'est pour s'amuser. Ce sont peut-être de redoutables prédateurs déguisés en animaux de compagnie. Il a des griffes pour agripper sa proie. Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie secrète des chats. Quand on a un chat, on n'est plus vraiment chez soi. À la maison, c'est souvent lui qui fait la loi. Il a le chic pour pousser son maître dans ses retranchements. Les chats fonctionnent sur une toute autre longueur d'onde que nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont machiavéliques. Il n'y a pas de mauvais chats. Certains sont pourtant incontrôlables. Si les chats font des bêtises dans une maison, c'est à cause de leur environnement. Ils grimpent au rideau et se font les griffes sur les meubles. C'est naturel, ils le font à l'état sauvage. C'est pour marquer leur territoire, se détendre et affûter leurs griffes. Dans la nature, les chats doivent protéger leur territoire des intrus. Si vous avez des meubles coûteux, ne prenez pas de chat. Instinctivement, il va faire ses griffes. Ses glandes odoriférantes placées sous ses pattes lui servent à dire « Je suis passé par là ». Il laisse une carte de visite. C'est comme brandir une pancarte. Il l'imprègne d'une odeur comme pour dire « J'étais là ». C'est très utile dans la jungle. Mais les chats domestiques ne vivent pas à l'état sauvage. Toutefois, leur ADN reste le même. On a un animal sauvage sur le canapé. Un animal qui reste un chasseur, qui répond à l'appel de la nature. C'est ce côté sauvage qui rend parfois la cohabitation difficile avec les hommes. Lily est une chatte de caractère. Elle attaque tout le monde, même ses maîtres. Ils ont appelé à la rescousse la comportementaliste Michelle Nagelschneider. C'est bien. Elle est un peu inquiète. Tout va bien. Regardez, elle se lèche les babines et remue la queue. Elle est sortie de sa zone de confort. Pour un œil expérimenté, les battements de queue de Lily en disent long sur son humeur. Ses cousins félins, comme le tigre, s'en servent en guise d'avertissement quand ils sont prêts à attaquer. Tout va bien. Allez-y tout doucement. Tout va bien, Lily. Reste calme. On voit bien qu'elle a peur. Elle dirige son agressivité vers vous. Elle essaie de vous griffer et de vous mordre. Elle veut s'enfuir. C'est un instinct de survie. Ce n'est pas un mauvais chat. Pour un animal réactif qui n'a pas été socialisé tout petit, c'est parfaitement normal. Beaucoup de chats sont comme ça. Ils sont simplement plus vifs, plus craintifs. Un peu comme des chats sauvages. Un chat envoie des signaux quand il en a assez d'être caressé. Il siffle, il avance les moustaches comme s'il allait mordre, il se crispe. Tout ça indique qu'il en a assez. Si vous arrêtez, elle va se calmer. Ce grognement est un avertissement. Une façon de dire aux autres chats « Laissez-moi tranquille ».
Arrêtez de la caresser, elle ne le fera plus. Tu devrais arrêter. Ok, ça va? Elle est partie. Une fois qu'on a appuyé sur le mauvais bouton, c'est très dur de les calmer. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un chat, il faut savoir interpréter les signaux qu'il envoie. Viens. Les chats sont très curieux et ils ne se lassent jamais de faire le pitre. Qu'est-ce que tu fabriques? Ils sont souvent pris la patte dans le sac. Chat échaudé craint l'eau froide. Enfin, pas toujours. Étrange pour un animal qui déteste se faire mouiller. Certains chats sont attirés par l'eau à la façon dont elle coule, surtout quand elle sort d'une fontaine ou d'un robinet. Ils savent où trouver de l'eau, c'est instinctif. Ils en trouvent toujours. Beaucoup de gens ignorent que les chats préfèrent boire loin de la proie qu'ils viennent de tuer. Et pour un chat domestique, la proie, c'est la nourriture en boîte. Elle risque de contaminer leur source d'eau. Les chats explorent les alentours pour trouver de la nourriture, rencontrer d'autres chats ou débusquer des ennemis potentiels. Mais comme les chats domestiques ont à manger à profusion, certaines proies les laissent indifférents. Tous les comportements ne sont pas innés. Par exemple, c'est la mère qui apprend à ses petits à se méfier des chiens. Quand un chaton est sevré trop tôt, voilà le résultat. Itzy est une mère expérimentée. Cette chatte sibérienne vient d'avoir sa 3e portée. Juste après la naissance des petits, Itzy fait quelque chose d'étonnant. Elle mange le placenta. Quand une chatte domestique met bas, elle mange le placenta, comme elle le ferait à l'état sauvage. C'est un instinct de survie, car l'odeur du placenta attire les prédateurs. Dans la nature, les petits ne survivraient jamais sans leur mère. Ils sont aveugles et sans défense les 3 premières semaines. Heureusement, Itzy sait comment réunir ses ouailles. Ce n'est pas simplement pour mieux les surveiller. Les chatons ne savent pas encore réguler la température de leur corps. Ils sont très sensibles au froid. Et à plusieurs, ils se tiennent chaud. Cinq semaines plus tard, les chatons sont devenus de vraies machines à jouer. Mais tous ces jeux ont un objectif plus sérieux. Quand les chats sont petits, ils doivent aiguiser leur talent de chasseur. Ils doivent apprendre toute une série de tactiques pour les reproduire plus tard. Il y a la traque, l'attaque, le coup de grâce. Ils doivent s'entraîner jusqu'à les maîtriser. Tout comme les lions, les tigres et les guépards, les chats domestiques sont carnivores. Et même si de nos jours, ils mangent surtout de la viande en boîte, ils possèdent les mêmes armes que les autres félins. Leur ouïe ultra fine leur permet de percevoir les hautes fréquences d'un cri de souris. Chaque oreille compte plus d'une douzaine de muscles qui réagissent au moindre bruit.
Leurs moustaches ne servent pas seulement à faire joli. Elles détectent la moindre vibration dans l'air et indiquent aux chats où se trouve leur proie. Ils ont une vision nocturne parfaite grâce à une couche réfléchissante située au fond de l'œil, appelée tapis choroïdien ou tapis clair. Elle augmente la quantité de lumière captée par la rétine. Pour les félins, le noir total est simplement un peu sombre. Pour eux, faire des bonds de géant est simple comme bonjour. Les chats ne tombent presque jamais. Ils se servent de leur queue pour garder l'équilibre. Bien sûr, ils plongent quand même de temps en temps. Et s'ils ont 9 vies, c'est sûrement parce qu'ils retombent presque toujours sur leurs pattes. Leur colonne vertébrale ressemble à du chewing-gum. Et leurs réflexes sont plus rapides que l'éclair. Leurs pattes et leurs articulations agissent comme des amortisseurs. Les chats peuvent survivre à des chutes vertigineuses. Quelques-uns sont même tombés du 20e étage et s'en sont sortis indemnes. Tous ces atouts font des félins des prédateurs extraordinaires. Le chat a tout l'attirail du carnivore. Il a des griffes pour agripper sa proie. Il a des crocs pour les planter dans le cou. Ce sont des chasseurs d'une redoutable efficacité. Leurs proies de prédilection sont les oiseaux et les petits rongeurs. Et quand ils ne peuvent pas chasser, ils font semblant. Quand un chat est assis à la fenêtre et voit un oiseau sans pouvoir l'attraper, il fait claquer ses dents, comme s'il mordait pour de vrai. Pour lui, l'oiseau est déjà dans sa gueule, il en sent le goût, donc automatiquement, il mord. Les chats domestiques n'ont plus besoin de chasser pour se nourrir, mais ils adorent ça. L'instinct de chasse est le plus fort de tous. Si un chat est en train de manger un oiseau et qu'il en voit passer 4, il va s'arrêter pour les tuer et revenir à son repas plus tard. Certains essaient d'attraper tout ce qui bouge. Insectes, rongeurs et même des objets. Et quand ils ont ce qu'ils veulent, ils ne s'arrêtent pas pour autant. Sparky, tu joues avec une souris morte? Sparky, tu es un tueur de souris. Ils jouent avec la nourriture comme au chat et à la souris. Pourtant, ce n'est pas un jeu. Même pour des prédateurs de cette trempe, chasser comporte des risques. La proie pourrait les mordre ou les piquer avant de mourir. Alors les chats l'épuisent avant de l'achever. C'est beaucoup plus sûr. Bien souvent, les chats domestiques ne quittent jamais la maison. Mais quand ils passent la porte, ils parcourent de très longues distances. En Angleterre, plusieurs spécimens sont placés sous haute surveillance. L'objectif est de savoir où ils vont quand ils sont en liberté et ce qu'ils font. Toute information sur leur comportement mystérieux est bonne à prendre. Des émetteurs satellites vont permettre de les suivre à la trace. Tu peux y aller.
Une caméra fixée à leur collier retransmettra ce qu'ils voient quand ils sont en vadrouille. Et des caméras infrarouges les filmeront lors de leur sortie nocturne. Les premiers cobayes sont Bootsy et sa sœur Jinxie. La chatière est là depuis quelque temps. Et pour Jinxie, rien de plus naturel que de sortir faire un tour. Bootsy semble nettement moins pressé. La nuit, l'appel de l'aventure est irrésistible. Comme leurs cousins sauvages, les chats sont avant tout des prédateurs nocturnes. Ils ne chassent pas toujours parce qu'ils ont faim. Ils le font par instinct. Ils errent jusqu'à tard dans la nuit, sans se soucier du danger. Il paraît surprenant qu'ils aient sacrifié une telle liberté pour vivre en compagnie des hommes. Voici un petit résumé de l'histoire du chat domestique. Tous les chats partagent le même modèle d'ADN. Ainsi, les chercheurs ont pu retracer leur évolution. Ils ont prélevé des échantillons d'ADN dans le monde entier et les ont classés. Une seule espèce serait l'ancêtre de tous les chats domestiques. Felis sylvestris libica, le chat sauvage d'Afrique. La ressemblance est frappante. Il y a 10 000 ans, ce chat s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. On pense que le chat domestique descend de chats sauvages venus du Proche-Orient, de la région du croissant fertile, l'Irak, la Turquie et la Syrie. La domestication se serait produite là-bas, à l'époque des premières fermes. L'homme s'est mis à stocker du grain, le grain a attiré les souris, et les souris ont attiré les chats. Les chats se sont habitués à la présence humaine, et vice-versa. La domestication du chat est différente de celle de la plupart des espèces. Ils se sont un peu domestiqués tout seuls. Ce sont les chats qui nous ont appris à devenir leurs maîtres. Aucune autre espèce n'est passée ainsi de chasseur solitaire à fidèle compagnon. C'est la preuve de son immense capacité d'adaptation. Cet animal est avant tout un chasseur, ou un charognard s'il le faut. Il tolère notre présence, notre habitat et tout le bruit qui va avec. Si on mélange ces 3 éléments, on obtient la combinaison gagnante. En bref, les chats semblent apprécier la compagnie des hommes. On sous-estime à quel point les chats sont sociables. Quelque chose dans leur esprit et dans le nôtre a fusionné. Et c'est là que ce lien est né. Doucement. Les chats se sont donc rapprochés des humains pour trouver à manger. Puis ils se sont adaptés à leur nouvel environnement et à leur nouveau rôle. Avec le temps, les hommes se sont pris d'affection pour ces animaux de compagnie. Pour certains, les chats sont même une passion. Palm Springs, en Californie. Une exposition féline se prépare. Voici un très grand chat, un Maine Coon. Il a une petite queue. Plus de 200 animaux ont été pomponnés pour l'occasion.
Il est stupide, mais beau. Tous ces amoureux des chats ne les aiment pas pour les mêmes raisons. Les rayures sur la queue et sur le museau forment un petit M. Certains sont attirés par leur caractère sauvage. Quand on compare un tigre ou un lion avec un chat, on voit qu'ils se ressemblent. Je trouve impressionnant qu'ils soient proches de ces magnifiques félins. Cette race existe à poil long et court. Celui-ci est à poil long. D'autres les aiment pour ce qu'ils ne sont pas. Ma race préférée, c'est le Maine Coon. J'adore ces chats, parce qu'on dirait des chiens. C'est un chien déguisé en chat. Il doit y avoir une fermeture éclair quelque part. Certains les recherchent non pas pour leur corps, mais pour leur esprit. Je n'avais pas de chat quand j'étais petite. J'ai eu un chien, une tortue, mais mes parents n'aimaient pas les chats. J'en ai eu un jour par hasard et je suis tombée amoureuse de leur intelligence. Voici mon deuxième champion à poil long. Et bien sûr, tous succombent à leur charme mythique. Ils dorment avec vous, ils vous suivent partout. C'est très agréable. Ils s'intéressent beaucoup aux gens. Si j'entre dans la pièce et que je vais m'asseoir sur le canapé, ils viennent tout de suite sur moi. Les propriétaires de chats se plient en quatre pour s'occuper d'eux. Et parfois, les chats leur rendent l'appareil. Milo vit avec sa sœur Meg et une autre chatte, Molly, chez Karen et Bill. Comme vous le voyez, il est très beau, mais je ne suis pas objective. Ce n'est que du muscle, mais c'est une machine à câlins. Milo est tellement plein d'amour qu'il inonde sa famille de cadeaux. Il fait quelque chose de très inhabituel. Il nous rapporte des trésors. Et ce trésor, c'est toujours une feuille de cordyline. Il miaule beaucoup quand il le fait. En réalité, beaucoup de chats rapportent des cadeaux. C'est un gros serpent. Il est énorme. Mais ce n'est pas une preuve d'amour. C'est très simple, il n'y a rien de magique là-dedans. Quand un chat rapporte un rat, c'est pour faire manger sa famille. Il assure la survie de ses proches. Les félins dans la nature font la même chose. Ils rapportent à manger à leur famille. Malgré 10 000 ans de domestication, les chats doivent toujours apprendre à être nos amis. Et ils doivent apprendre tôt. Si le lien n'est pas établi dès le plus jeune âge, il ne le sera peut-être jamais. La socialisation des chatons entre 2 et 7 semaines est cruciale. S'ils ne sont pas assez câlinés, au moins 10 fois par jour, ils vont développer des problèmes de comportement et se retrouver à la SPA. Ils n'auront pas été habitués aux hommes assez tôt. Il appelle sa maman. Tu entends? C'est la clé d'une bonne relation entre l'homme et l'animal. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'un chat aime son maître pour ce qu'il est vraiment. C'est une autre relation d'amour qui motive ses démonstrations d'affection. Quand il vient sur les genoux, il se comporte comme un chaton. Le seul animal qui lui ait procuré autant de chaleur dans sa vie, c'est sa mère. Il s'assoit sur les genoux car il sent une source de chaleur. Puis il y a cette manie de vous malaxer allègrement les cuisses ou le ventre. Là aussi, c'est un souvenir de sa mère. Chaque fois qu'un chat fait ça, il se comporte comme avec sa mère. Il faisait le même geste avec ses pattes quand il la tétait, pour stimuler la montée de lait. Et les caresses. Rien à voir avec sa mère cette fois. Une chatte ne peut pas caresser son petit. Pour nous, ce sont des caresses. Mais pour lui, la main est comme la langue de sa mère.
Proportionnellement, elle fait la même taille qu'une langue sur le dos d'un chaton. Reste le ronronnement. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour. Le ronronnement en dit très long sur un chat. C'est quelque chose d'incroyablement étrange. Au départ, c'est un bruit spécifique au chaton, et ce n'est qu'un prolongement à l'âge adulte. Un chaton doit pouvoir communiquer avec sa mère sans que personne d'autre ne l'entende. Sinon, les prédateurs risquent de le trouver. Ça permet à une mère et à ses petits de rester soudés, en silence. La façon dont on se comporte fait ressortir le chaton qui est en lui. On l'infantilise en quelque sorte. Les chats domestiques savent se faire entendre, surtout auprès de leur maître. Ils utilisent une vingtaine de sons différents, entre ronron, grognement, sifflement et miaulement. La vocalisation est réservée aux humains plus qu'aux autres chats. Les chats ont développé un miaulement rien que pour nous. C'est une sorte de... un miaou un peu guttural, qui provoque une réaction immédiate. C'est aussi une façon de s'adapter au monde bruyant des hommes. Ils savent qu'on est beaucoup plus sonore qu'eux. Quand ils sont venus avec nous, ils ont compris que pour se faire entendre, il fallait crier. Donc, la première chose qu'ils font, c'est de monter le volume des miaulements. Ça leur permet d'attirer l'attention, pour dire « Je veux mon dîner ». Si ça ne suffit pas, ils ne manquent pas d'idées pour se faire remarquer. Quand j'étais petite, je regardais mon chien et je disais « Si seulement tu pouvais parler. J'aimerais tant savoir ce que tu penses. » Les siamois, je sais ce qu'ils pensent. Samuel? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a une forme de communication quand un chat approche un autre chat. La première chose qu'il fait pour dire bonjour, c'est lever la queue. Instinctivement, on fait la même chose. Quand on veut caresser un chat, on tend le bras vers lui. Pour le chat, c'est un geste vertical, comme la queue qui se dresse. Donc, sans nous en rendre compte, on utilise son langage de reconnaissance. Comprendre le langage corporel d'un félin peut s'avérer fondamental. Je connais ses comportements, ses avertissements. Je surveille les mouvements des yeux, des oreilles, de la queue, tout. Lexi était un animal domestique. Un jeune homme l'a acheté, il trouvait ça génial d'avoir un tigre à la maison. Il l'a ramené chez lui, il a fait enlever ses griffes par mesure de précaution. Mais malheureusement pour lui, comme tous les tigres à l'adolescence, Lexi est devenue un peu trop exubérante. Il a pris peur et il a décidé de s'en séparer, et on l'a recueilli. Terry Werner s'occupe de toutes sortes de félins en difficulté. Des lions, des tigres, des pumas, des lynx et des léopards. Les chats domestiques et les fauves se ressemblent beaucoup. Je dis souvent aux gens, avoir un chat, c'est comme avoir un mini-tigre. À une exception près. Un tigre pèse 300 kilos. Mais les principes de base sont les mêmes. Ils adorent jouer avec des balles ou des boîtes en carton. Les chats sautent partout et font leurs griffes. Les fauves, eux, détruisent tout. Ils chassent aussi. D'autres félins, des oiseaux, des proies. Quand un chat mord, ça peut faire mal. On peut avoir quelques points de suture. Quand un tigre attaque, on peut perdre une main ou la vie. Alors quand un chat part en vadrouille plusieurs jours, ce n'est pas pour prendre le large, mais pour satisfaire son besoin d'aventure. Roger Tabor a équipé plusieurs chats domestiques d'émetteurs satellites
pour savoir quelle distance ils sont capables de parcourir. Il a étudié les résultats. Patch est là. Patch n'est plus toute jeune. Elle a 13 ans. Mais elle n'est pas casanière pour autant. Ses maîtres ignorent tout de sa vie secrète. Elle joue peut-être dans un orchestre, comme les Aristochats? Elle se comporte comme une chatte typique. Quand on est une chatte typique, on a son jardin et un peu du jardin du voisin. Car les chats vont faire leurs besoins chez le voisin plutôt que chez eux. À l'état sauvage, marquer, arpenter et défendre son territoire est crucial pour la survie d'un animal. Que ce soit pour protéger sa nourriture, ses partenaires ou sa progéniture. Difficile d'imaginer qu'un chat domestique bien nourri et bien logé ait les mêmes priorités. C'est pourtant le message que les gènes de Patch lui envoient. Le domaine de Patch couvre quelques jardins de part et d'autre de sa rue. Elle s'aventure rarement au-delà de 90 mètres de chez elle. Quand un chat fait ses griffes quelque part, il marque son territoire. L'étude de Roger Tabor montre que tous les chats du quartier ont divisé les alentours de leur maison en territoires distincts. Mais parmi eux, un mâle joue les grands explorateurs. Milo. Attention, préparez-vous. Milo part à la conquête du monde. Milo est un voyageur au long cours. Son territoire s'étend sur 40 jardins et traverse plusieurs routes. Il est 20 fois plus grand que celui de Patch. Milo couvre une zone immense. C'est vraiment grand pour un chat domestique, parce qu'il est stressé. Milo est stressé par la promiscuité. Il réagit à la densité de la population féline. Et il décompresse en élargissant son territoire. J'ai envie d'être seul. J'ai envie d'être seul, absolument. J'ai envie de partir loin du monde quelque temps. Si les autres chats ne comprennent pas le message, Milo est disposé à le leur expliquer. La caméra fixée à son collier le montre en pleine action. Dans la nature, un mâle va s'accoupler avec le plus de femelles possible. Les chats domestiques ont le même objectif, et c'est aussi pour ça qu'ils chassent les intrus. Peu importe l'étendue de leur royaume, les chats reviennent toujours au château. Et là aussi, ils repoussent les étrangers. Megan vit dans un appartement avec 3 chats. Les 2 mâles se livrent une guerre permanente. Comme 2 adolescents, ils passent leur temps à se défier et à montrer qui est le plus fort. L'appartement est petit et ils ont bien du mal à s'éviter. Dans une maison, tout est généralement organisé en fonction du propriétaire et non des chats. Donc, quand il y a conflit entre 2 chats autour de l'eau, de la nourriture ou de la litière par exemple, les comportements territoriaux refont surface et l'hostilité s'installe. Stop!
Ça suffit! Les chats semblent obsédés par le fait d'être haut perché. Quand un chat se réfugie en hauteur, c'est pour être au-dessus des autres. Ça lui permet d'asseoir son autorité, d'attaquer plus facilement aussi, et d'évaluer l'étendue de son territoire. Toutes ces choses qui font de lui un chat dominant. Il veut dominer ses sujets. Comme sur un champ de bataille, les chats veulent contrôler le poste stratégique le plus élevé. Et ce qui vaut pour les chats domestiques vaut aussi pour les chats des rues. En Italie, Rome est envahie par les chats errants. Il y en aurait environ 300 000. Toute une colonie a trouvé refuge dans de vieux monuments. Ici, les perchoirs ne manquent pas. Et ils sont très convoités. Les chats errants sont une race à part. Ni sauvages, ni domestiques. Ils vivent en périphérie des zones urbaines. Les compromis que leurs ancêtres ont faits il y a 10 000 ans pour s'adapter aux hommes, ces chats ne les font plus. Et il leur a fallu peu de temps pour s'habituer à la vie dans la rue. Après l'ouragan Katrina, on a fait le tour de la ville pour ramasser les chats. Beaucoup, au bout de quelques semaines, attrapaient déjà des oiseaux. Ils n'étaient pas en très bonne forme, mais ils se débrouillaient, comparés à des chiens, par exemple. Les chats domestiques peuvent très facilement reprendre leur liberté. En une génération, ils redeviennent sauvages et survivent plutôt bien tout seuls. C'est très spécifique aux chats. Les ancêtres de ces chats errants étaient peut-être domestiques avant de se retrouver à la rue. Plusieurs générations plus tard, ils ont un mode de vie unique. Les observer, c'est faire un voyage dans le temps, à l'époque où les chats ont commencé à errer autour des habitations. Lydia Sparaglini nourrit ses chats des rues depuis presque 20 ans. Ils en ont pris l'habitude et attendent sa visite. Mais cette scène a quelque chose d'étrange. Vous avez faim? Il n'y a pas un bruit. Ces animaux n'ont pas développé de lien avec les hommes. Ils n'ont pas appris à parler humain. Ils se comportent comme n'importe quel animal sauvage. Ils mangent en silence pour ne pas attirer les prédateurs. Dans une communauté de chats, une identité de groupe et une hiérarchie se créent, comme chez les lions. Tous les membres du clan doivent avoir la même odeur. Ils ne se lèchent pas seulement pour se laver, mais pour répandre l'odeur du groupe. Le fait de se lécher entre eux resserre les liens. C'est aussi un moyen de répandre une odeur collective. Et les chats fonctionnent à l'odorat. S'ils sentent tous pareil, ils ont l'impression d'appartenir au même groupe. Ils se sentent plus proches. Quand un chat lèche son maître, ce n'est pas pour lui signifier qu'il a besoin de prendre un bain. C'est simplement parce qu'il le voit comme un membre de sa famille. Les odeurs sont essentielles pour les chats. Au cours de leur vie, ils doivent apprendre à différencier les bonnes odeurs des mauvaises. L'odeur d'une femelle prête à s'accoupler ou celle d'un membre du même clan, ce sont des signaux positifs. Mais l'odeur qui marque un territoire annonce le danger.
C'est un instinct de survie qui les pousse à recouvrir leurs excréments dans leur litière. Ils ne veulent pas que l'odeur attire les prédateurs ou les concurrents. Même chose pour la nourriture. Les félins ont tendance à lécher leur assiette jusqu'à la dernière miette. Mais si jamais il y a des restes, ils font ce qu'ils peuvent pour les dissimuler. La relation homme-chat semble être un arrangement mutuel bénéfique. L'homme a un animal de compagnie et le chat a la sécurité, le gîte et le couvert. Mais c'est surtout l'homme qui pose ces conditions. Un chat errant est très différent d'un persan qui vit dans un appartement au 13e étage, comme un chef de clan en haut de sa falaise, sans jamais mettre le nez dehors. Quand on a un chat d'intérieur, on ne lui laisse pas vraiment la chance d'exprimer toute sa personnalité féline. Si on demandait à un chat de décrire sa journée idéale, ses activités préférées, ça n'aurait rien à voir avec ce qu'il fait avec nous. Donc c'est un compromis. Kevin Fitzgerald est vétérinaire depuis 30 ans et il a vu les choses évoluer. Aujourd'hui, les chats vivent plus vieux grâce au progrès en matière de nutrition et de santé. On a développé des traitements propres à la vieillesse. Avant, on se concentrait surtout sur les chatons. On les vaccinait et on les stérilisait. Mais maintenant, on soigne des problèmes liés à l'âge, le diabète, la cataracte, l'arthrite, l'insuffisance cardiaque ou rénale. Je ne vais pas te faire de mal, je vais te prendre sur mes genoux. Calme-toi, que j'écoute ton cœur. Frank est un habitué. Il a une maladie cardiaque et doit être traité avec douceur. Le stress est très dangereux pour lui. Il est très énervé. Le problème avec les chats, c'est qu'ils détestent aller chez le vétérinaire. Il a un peu maigri. C'est toujours bien de maigrir un peu. N'oubliez pas qu'on a transformé un prédateur très actif en une peluche de salon. Quand j'étais à l'école vétérinaire, on disait souvent en rigolant qu'il n'y a pas de lion en surpoids. Mais si vous deviez courir tout le temps, vous seriez mince aussi. L'un des problèmes majeurs, c'est l'obésité. Je ne suis pas du tout sûr que les chats soient censés manger aussi souvent ou en aussi grande quantité que nous. C'est un vrai problème de santé publique aux États-Unis. C'est un pour toi, un pour moi. Allez dire à un homme de 150 kilos que son chat est gros. Quand l'homme a introduit le chat dans son univers, il lui a imposé un mode de vie dangereux pour sa santé. L'obsession du chat parfait a conduit à des manipulations génétiques risquées. De nouvelles races ont même été créées. Bella est un persan himalayen bleu point. Quand Dieu a distribué les nez, elle était dans la mauvaise file. C'est ça. Mais les traits modifiés peuvent créer des problèmes physiologiques. Un persan a une très jolie expression. Un tout petit nez, de gros yeux et de petites oreilles. C'est une mutation naturelle. Maintenant, ils naissent comme ça. Quand on élève des chats pour leur physique, on se concentre sur des détails comme la taille de la queue. L'obsession de la beauté peut engendrer des problèmes graves. Les chats au nez écrasé ont des problèmes au niveau des yeux et des voies respiratoires. Car le nez est plus court, le palais mou plus allongé, les trachées effondrées. Ce n'est pas naturel pour eux d'avoir le nez aplati. Dans les cas les plus extrêmes, ce goût pour la différence a engendré des animaux qui ne survivraient jamais à l'état sauvage. On fait des chatons sur mesure. Ils ne ressemblent pas du tout aux chats du siècle dernier, c'est certain. April Ergin élève la race la plus étrange qui soit, le Bambino. Un chat nu à pattes courtes.
Certaines personnes trouvent un peu excessif de mélanger des gènes pour obtenir des mutations. April est passionnée par ces drôles de chats depuis qu'elle a eu son tout premier bambino. Elle était absolument adorable quand elle attendait ses petits, car avec ses petites pattes, les 15 derniers jours de sa gestation, son gros ventre traînait par terre. Je lui mettais un pull car le carrelage était trop froid. Pour obtenir un physique très spécifique, très extrême, il faut avoir recours à une reproduction très directive, très sélective. Sans le vouloir, on modifie parfois d'autres gènes et on introduit des gènes délétères. April a conscience des risques. Nos mâles sont des bambinos. Ils ont le gène des pattes courtes. Et toutes nos femelles sont des sphinx aux pattes longues. Comme le gène des bambinos est dominant, si un chaton hérite 2 fois du même gène, il peut mourir. Donc on n'aime pas mêler les bambinos mâles et femelles. Cette épuration génétique forcée fait du bambino le chat d'intérieur par excellence. Je ne crois pas que ces chats survivraient tout seuls dehors. Ils sont trop fragiles et n'ont pas appris à se méfier du danger. Et comme ils n'ont pas de poils, ils ne pourraient pas se réchauffer quand il fait froid ou se rafraîchir quand il fait chaud. Ce ne serait pas bon pour eux. Les nouvelles races hybrides, comme le bambino, sont totalement dépendantes des hommes. Elles ne pourraient jamais se nourrir seules, même s'il le fallait. C'est la capacité des chats à s'adapter à notre mode de vie qui en fait de si bons compagnons. Pourquoi les chats s'en sortent toujours? Parce qu'ils volent dans notre assiette. Ils ont des griffes et des crocs. Ils devraient chasser. Mais ils s'adaptent à tout. Et c'est pour ça qu'ils survivent en toutes circonstances. Depuis 10 000 ans, les chats vivent en compagnie des hommes sans avoir à sacrifier leur individualité. Pour moi, un chat, c'est un lion dans un tout petit corps. Un chat peut s'en sortir à l'état sauvage, alors que mon chihuahua se ferait dévorer en moins de 2. Les chats ne sont jamais éloignés de leur vraie nature. Ils restent avant tout des félins.